Salut tout le monde et merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui épisode un peu spécial parce qu'on va parler de Star Wars, mon sujet préféré avant l'astronomie bien sûr. Et je ne pouvais absolument pas passer à côté du film Solo, Star Wars Story, tout simplement parce qu'il raconte la jeunesse du personnage dont j'ai pris le surnom, et en plus parce que ce film explique juste le nom de ma chaîne, donc clairement j'étais obligé d'en parler. Cette vidéo est garantie sans spoiler, ne vous inquiétez pas, je ne vous spoilerai rien du début à la fin, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Bon par contre à la fin je balance un gros spoiler de sa race et je vous le dirai après que c'était un spoiler. Non, bon, je rigole, non, il n'y a pas de spoiler, pas de souci. Allez, c'est parti, et là, le générique de ma chaîne n'a jamais eu autant sa place que pour cet épisode. Alors je voudrais commencer par vous dire que je vais vous parler de ce film du point de vue d'un fan qui a la fâcheuse tendance à un peu seulement, j'ai pas beaucoup, j'ai juste un petit peu, presque tout aimer dans Star Wars. Sauf ça là j'ai trouvé ça bidon, mais le reste en général je kiffe. Surtout ça je kiffe. Je suis pas con non plus au point de tout accepter en masse juste parce qu'il y a écrit Star Wars sur l'affiche. Rassurez-vous, je tomberai pas dans ce piège pour gamins de 8 ans dans cet épisode. Non, si j'ai kiffé les 10 films Star Wars qui sont actuellement disponibles et surtout ce dernier Solo, c'est pour des raisons qui selon moi sont vraiment légitimes et je voudrais vous en parler maintenant. Qu'en est-il donc de ce Solo ? Ce film m'a étonné dans le sens où quand on rentre dans la salle et que le film commence, on sait à peu près de quoi ça va parler, on sait qu'on va avoir les réponses un peu à nos questions, la rencontre avec Chewbacca, le raid de Kessel en 12 parsecs, le Faucon Millenium et la rencontre avec Lando, alors que ça pourrait être un petit peu plat et insipide et un peu banal, et ça l'est pas en fait. Et c'est ça qui est bon. Je voudrais commencer avec quelque chose qui m'a vraiment plu, c'est l'ambiance visuelle du film. Elle est intéressante et assez bien foutue, principalement parce qu'elle est à 39 années-lumière, ça fait à peu près 12 parsecs, de toutes celles qu'on a eu l'habitude de voir avant. Ici, tout est sombre, terne, il y a de la boue, il y a de la crasse, de la poussière, on est dans des usines, dans des mines, ça a l'air de puer, c'est vraiment une ambiance un petit peu sombre et un peu dégueulasse, quoi. Il y a tout un bestiaire aussi assez impressionnant avec plein de manos qui ont des casques, des masques, on sait pas trop ce qu'ils respirent, c'est tout plein de personnages un peu dégueux aussi. C'est vraiment une atmosphère à milieu des paysages super clean et magnifiques des planètes comme Naboo ou Alderaan, ou alors des trucs très lumineux, des lumières partout sur Coruscant, ou très lumineux comme par exemple le Tatooine. Et ça c'est pas mal, ça montre un côté de la galaxie qu'on avait encore jamais vraiment vu, en tout cas pas à ce point, et ça permet aussi de voir par quoi Han Solo et Chewbacca sont passés, quoi, dans quels environnements ils ont vécu, ils ont été élevés, ils ont grandi, tout ça. On découvre enfin Corellia, sa planète natale, pour la première fois sur grand écran, et ça pour un fan c'est kiffant, on en a tellement parlé dans les bouquins, les BD, les jeux vidéo, et là c'est vraiment la première fois qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Et ce sera d'ailleurs pareil avec quasiment toutes les autres planètes qu'on voit dans le film, la scène de guerre un peu dès le début, ou les mines de Kessel, ou la course-poursuite aussi dans la nébuleuse, tout est sombre quoi, tout est dark, peut-être même des fois un peu trop, c'est-à-dire que des fois c'est tellement sombre qu'on voit même pas la gueule des personnages. Vous prenez un peu la scène de guerre du début, qui aurait pu être assez chouette, elle est rapide, mais on voit rien, c'est-à-dire on voit de la fumée, du orange, sinon on voit quand même pas grand-chose. Moi je suis allé pisser pendant ce temps-là parce que on voyait rien. Mais sans ça, moi je dis que c'est un bon point et c'est assez cool qu'ils prennent soin de ça, et ça participe au fait que les spin-offs ont une raison d'exister pour montrer encore et toujours plus de Star Wars et plus d'aspects de la galaxie qu'on connaît peut-être un peu moins. Ambiance du film, validée. Parlons aussi tout de suite bien sûr de l'acteur, Alden Ehrenreich, je crois que ça se prononce comme ça. Là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le gars s'en sort franchement pas mal. Il y a certaines critiques qui ont dit que on avait du mal à voir Han Solo quand on le regardait, que l'ombre d'Harrison Ford planait sur lui, qu'on avait vraiment l'impression d'avoir Han Solo que par exemple au bout d'une heure et demie de film. Je sais pas vous, clairement moi, ça a fonctionné pour moi quasiment dès le premier plan. Et là je peux vous dire que c'est un putain de fan depuis plus de 20 ans qui vous parle de ça. Je veux dire, j'ai quand même pris mon surnom par rapport à ce mec là. Donc vraiment je vous parle quand même un peu en connaissance de cause. Vous pouvez 100 fois avoir un ressenti différent les copains, il n'y a pas de souci, vraiment libre à vous. Expliquez-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre ressenti par rapport à ça, je me ferai une joie de débattre avec vous là-dessus. Vraiment, j'ai pas eu de mal du tout à voir Han Solo en Alden Ehrenreich. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur ce mec là parce qu'il est à la limite d'être impeccable. Il a une bonne gueule avec son sourire en coin comme ça, toujours à essayer de baratiner les autres, à essayer de sauver sa peau parce qu'il s'est encore foutu dans un pétrin pas possible. Il fait même des petites mimiques avec sa bouche, ça m'a rappelé un petit peu ces passages là quand Harrison Ford dans le Retour du Jedi il fait des petites expressions comme ça, on peut retrouver ça chez Alden Ehrenreich, c'est assez cool. Et c'est ça qui est fort parce que ça aurait pu ne pas fonctionner, ça aurait pu 10 fois ne pas fonctionner. Comment tu veux passer après Harrison Ford qui a incarné un personnage dans 4 films évidemment, avec l'épisode
7, voilà, on a grandi limite avec lui, on le connaît par cœur. Comment tu veux arriver à passer derrière un mec comme ça et atteindre son niveau? C'est pas possible. Bah, pourtant, il s'en sort pas mal. Il y a même une petite scène de baiser avec l'autre là. Qu'elle ici, merde, Emilia Clarke. Bah franchement, en voyant la scène, je me suis dit, comment elle est bonne Emilia Clarke. Non, franchement, je me suis dit, c'est Han Solo. Bon, évidemment, il y a le cadre, il y a le décor, les costumes, la lumière, tout qui fait que ça fonctionne. Mais j'ai pas eu de soucis avec ce personnage, vraiment quasiment du début à la fin. Le seul truc qui m'a déçu honnêtement, il y en a quand même, hein, je vous rassure, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Non, mais le seul truc un peu bidon, de mon point de vue, j'ai trouvé, c'est la petite scène dans laquelle il obtient son nom de Solo. Voilà, comment ça s'est fait, pourquoi est-ce que il s'est fait appeler comme ça. Bon, je sais pas vous, mais ceux qui l'ont vu, dites-moi, mais je trouvais que c'était un peu bidon quand même ça. Enfin, je sais pas, ça aurait pu être certainement 10 fois mieux. Mais on s'en fout, allez, Alden Ehrenreich en Han Solo, c'est validé. Une des scènes qui m'a fait le plus kiffer dans le film, c'est sa rencontre avec Chewbacca. Déjà parce que je revenais d'aller pisser, donc ça allait un petit peu mieux. Non mais elle est cool parce que c'est une scène qui nous montre l'ami de Chewie sous un angle qu'on n'avait jamais aussi bien vu. C'est-à-dire que les Wookiees, en gros ça te défonce tout. Les humains pour eux c'est de la merde, ils te soulèvent ça comme un ballot de paille. Quand on le voit arriver, il est filmé en contre-plongée pour lui donner vraiment un petit peu encore plus de hauteur. Voilà, dans l'ombre et tout, avec un peu de dégueulasse aussi. C'est vraiment en mode monstre. C'est un monstre, c'est-à-dire comme ça qu'il est présenté. J'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal. Après ça, et sans trop rentrer dans les détails non plus pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai assez aimé la naissance de leur relation, de leur complicité. Il y a plein de petites choses comme ça qui fonctionnent. C'est pas ouf, hein. Voilà, vous attendez pas à voir des trucs de ouf, mais je sais pas, il y a 2-3 fois où il commence à se passer des choses, quoi. C'est super cool, par exemple, de leur voir faire leur tout premier coup ensemble, dans cette scène du train d'ailleurs qui est assez classe. Elle est de mon point de vue assez réussie parce qu'elle est vraiment bien rythmée d'abord, et finalement d'un concept d'un train qu'on a déjà vu des milliers de fois, et bah ils ont fait quelque chose d'un petit peu original, visuellement il y a des idées, et avec en prime un espèce de petit thème musical là, un peu nouveau, avec des voix, des chœurs d'enfants comme ça, donc voilà. C'est cool, hein. Il y a des trucs vraiment cool, comme par exemple la première fois qu'on va les voir piloter en même temps le Faucon Millenium. Ça se résume en un plan qui est assez bien amené en plein milieu d'une scène d'action comme ça, avec la musique qui part derrière. Moi franchement j'étais fan. Et aussi la façon dont ils sont filmés, toujours un petit peu proches côte à côte, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a il y a quelque chose qui se crée entre deux, qui sont déjà potes et déjà inséparables alors qu'ils viennent plus ou moins de se rencontrer. Mais il y en a un qui a sauvé la vie à l'autre, ils commencent déjà à faire des coups ensemble. Leur rencontre avec Lando aussi, qui est très bien joué par Donald Glover. Donald Glover, j'ai pas trop de choses à dire sur lui, il est juste bien, il y a pas trop de soucis, voilà. En fait, on le voit pas trop, on le voit, voilà, un petit peu dans 3-4 scènes, mais par exemple, Emilia Clarke est bien plus importante que lui. En tout cas, on a enfin en image et sous nos yeux la véritable et la célèbre scène de la partie de Sabak dans laquelle Han Solo gagne le Faucon Millenium. Alors en fait c'est pas exactement ça, il y a un autre truc qui se passe un petit peu à côté, mais je vous spoile pas. Et ce que j'ai aimé, c'est que cette scène là ils en ont un peu fait quelque chose. Ça aurait pu durer 2 minutes à l'écran et on n'en parlait plus vu qu'il y a d'autres trucs qu'on attendait et ça a pas duré longtemps. Là c'est une bonne scène qui dure je sais pas entre 5 et 10 minutes, c'est un vrai jeu et il y a des espèces de batailles de regards à la fois complices et à la fois pas du tout. Ça c'est plutôt sympa aussi. On voit aussi dans cette scène à quel point Lando peut être un bon arnaqueur quand il s'y met. On le savait plus ou moins, mais sans vraiment avoir trop de choses à se mettre sous la dent en termes de preuves visuelles. Là on a des choses. De toute façon Lando, bien sûr que c'est un arnaqueur, je veux dire, il y a qu'à le voir, c'est un humain. En tout cas, Chewie et Lando, c'est validé. Un mot évidemment sur la célèbre scène du raid de Kessel en moins de 12 parsecs. Et 12 parsecs, nom de Dieu. Alors là, c'est pareil, il n'y a même pas grand chose à spoiler, puisqu'en fait ils ont repris quasiment tout le concept qu'on connaît depuis déjà fort longtemps, et qui a été expliqué à maintes et maintes reprises dans plusieurs bouquins et même des jeux vidéo, etc. Et pour les meilleurs d'entre vous, celles et ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai carrément fait un épisode là-dessus. Et bien maintenant, on sait enfin vraiment ce qui s'est passé. Enfin, vous vous rendez compte, c'est juste un truc de dingue. Certainement que vous y en a plein qui n'en ont rien à carrer, mais bon, pour nous c'est important. Ils ont gardé tout le concept de la route très dangereuse que personne ne veut emprunter, que en fait on emprunte un petit peu pour transporter de la contrebande et puis aussi échapper à l'Empire, qu'elle passe à côté d'une sorte de puits gravitationnel. Tout ça, ce qu'on savait déjà un petit peu, on le voit. Mais j'en dis pas plus non plus parce qu'il y a un truc qu'on voit dans la bande-annonce, mais qui fait que c'est un peu plus palpitant aussi, et qui fait que je vais donc devoir intégralement retourner la vidéo dans laquelle j'en parle, parce que du coup, comme je savais pas, je parlais pas de ça, donc c'est génial, merci beaucoup. D'ailleurs, ça c'est un truc que je comprends pas et qu'il faudrait qu'on m'explique.
Je m'explique. Quand Disney a racheté Lucasfilm, il y a de ça, c'était en 2012, vous vous souvenez, ils ont dit que tout ce qui avait déjà été fait sur l'univers étendu de Star Wars, les dizaines et dizaines de bouquins, de jeux vidéo, de BD, etc., tout ça, c'était plus canon, vous comprenez que ce n'est plus officiel dans l'histoire, et que c'était relégué au rang de légende. Ils ont dit qu'ils voulaient pas s'inspirer de ce truc-là pour pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Notamment, ils partirent dans des directions différentes pour l'épisode 7, 8, 9. Mais là, pour Solo, c'est pas compliqué, ils ont repris quasiment tout ce qu'on savait déjà du personnage. Sa planète natale, Corellia, sa rencontre avec Chewbacca et le fait qu'il le délivre de l'esclavage, son engagement dans l'Empire, la partie de Sabak et le fait qu'il gagne le Faucon Millennium contre Lando, le raid de Kessel en moins de 12 parsecs avec tout ce qu'on sait. Franchement, pour des mecs qui veulent se servir de rien, là ils ont bien pioché dans le truc quand même. En même temps, s'ils avaient fait autre chose, ils se seraient fait défoncer leur mère. Par moi, je serais allé devant la porte de Lucasfilm, j'aurais dit non, c'est pas possible. En tout cas, c'est bien avec cette scène de raid de Kessel et avec la poursuite dans la nébuleuse aussi, que on se rend compte que Han Solo est un sacré bon pilote. Il fait des trucs ultra classe avec le Faucon, que même Lando, il est étonné, il comprend pas ce qui se passe. Non, c'est vrai, on a vraiment l'impression limite que le Faucon, il a été fait pour lui. Si vous pensiez qu'Anakin était un pilote hors pair, c'est rien par rapport à ce que Han Solo arrive à faire. Avec l'aide de Chewbacca, bien sûr. En plus, Anakin, il triche, il utilise la force. Je veux dire, c'est facile, dans ce cas-là, tout le monde peut le faire. Et Han Solo, il triche pas, il n'utilise pas la force. De toute façon, Han Solo, c'est pas un personnage qui triche, il est pas connu pour ça. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'avant que Han Solo récupère le Faucon, et que ce soit Lando qui l'ait, il est tout bien propre et tout nickel. Juste, la première fois que Han le prend, c'est juste, à la fin de la mission, le truc est défoncé. Donc ça donne bien le ton. En tout cas, comme pour Rogue One, le fait qu'on ait un élément de l'histoire ultra important qui est sorti donc en 77 et qu'on ait un petit peu l'explication 40 ans après, donc comment Leia a les plans de l'étoile noire au début du film en 77, on a l'explication dans Rogue One en 2016. Là je trouve classe d'avoir encore une fois de nouvelles infos sur des événements qu'on connaît depuis 40 ans, ça nous les fait redécouvrir un peu en quelque sorte. Bon allez, pour moi, le raid de Kessel en moins de 12 parsecs, c'est validé. Allez, je vais terminer cette vidéo en essayant de vous donner mon point de vue de manière un petit peu plus générale, en essayant d'être le plus objectif possible, même si on sait très bien que ça ne peut pas l'être à 100%. Une critique d'un film, par définition, ne peut pas être 100% objectif. J'ai lu une critique qui disait que Solo n'était pas le pire Star Wars, mais qu'en tout cas, il gagnait la palme du Star Wars qui avait le moins de raisons d'exister. Et effectivement, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire de mettre en scène l'histoire d'un personnage clé de la saga, histoire qu'on aurait préféré garder intacte dans notre imagination, parce que personne peut faire mieux que nous, notre imagination. Là, évidemment, ce sera par définition différent, donc moins bon que ce qu'on a imaginé, et donc on sera forcément déçu. C'est exactement le sujet de la première partie de ma vidéo, encore une fois, sur l'épisode 8. Ce point de vue-là, je le comprends très bien. Moi-même, je m'étais demandé, quand le projet avait été officialisé, si c'était vraiment bien de faire ça. Mais d'un autre côté, et c'est là que je voudrais en venir, est-ce qu'on peut pas essayer de prendre le problème un peu à l'envers? Je veux dire par là que, puisqu'on sait qu'on va avoir du Star Wars pendant les 20 prochaines années, est-ce qu'on peut pas essayer de se dire qu'on va voir le bon côté des choses, et on va essayer d'apprécier les films pour ce qu'ils sont? Les films ne seront pas des chefs-d'œuvre, c'est impossible. De toute façon, il n'y a jamais aucun Star Wars qui a été un chef-d'œuvre, et nous on aime, notre référence c'est les films originaux, il n'y en a aucun des nouveaux qui égalera la nostalgie et le plaisir qu'on a pu avoir et les souvenirs que ça génère quand on a regardé les premiers. C'est terminé, c'est pas possible. Pour certains de ces films, je dirais même presque qu'il faut, et c'est peut-être triste à dire, mais il faut même pas regarder le film pour son scénario. Et c'est pareil pour Solo, J'y suis pas allé en me disant que j'allais voir un scénario de ouf, puisque de toute façon on sait comment ça va se passer à la fin. Je veux dire, quand t'as Chewbacca qui pend dans le vide, et que t'as Han qui le retient comme ça, et que t'as un rocher qui arrive au loin, bon, si t'es pas trop con, tu sais très bien qu'il va pas mourir. Ou alors t'as un réalisateur qui arrive et qui dit, les gars, j'ai une idée géniale, je vais faire mourir Chewbacca dans ce film. Et les producteurs doivent certainement lui dire, ouais, toi t'es un bon, toi. Pour ma part, je choisis de regarder ces films-là, non pas pour ce qu'ils vont raconter parce qu'on le sait, mais plutôt pour la manière dont ils vont le faire et tout ce qu'il y a autour, parce que ça, on le sait pas. Je regarde ces films pour pouvoir découvrir toujours plus de l'univers Star Wars, et ça, de ce côté-là, ils essayent de faire quelque chose, et en général, ça fonctionne plutôt bien. Avec Rogue One, on a eu le tout premier Star Wars sans Jedi, sans Sith, sans force, etc. Et même sans sabre laser. Enfin non, c'est pas vrai, parce qu'à la fin, il y a la scène avec Dark Vador qui était en atelier de découpage de rebelles. Et c'est en partie pour ça qu'on a dit que le film était quand même pas mal réussi. C'était vraiment le côté original du truc et que ça fonctionnait bien. Avec Solo, c'est le deuxième film qu'on a qui joue donc cette carte-là, qui la joue à fond et qui la joue plutôt bien. On est dans un Star Wars, on le sait,
Et pourtant, il n'y a rien de tout ça, de tout ce qui a fait la franchise, et bah c'est pas un problème. On pense pas une seule seconde à la famille Skywalker, on pense pas à Dark Vador, on pense à rien, et pourtant, on n'a pas de souci avec ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, et c'est pour ça que je dis que c'est assez réussi. Si c'est comme ça que Disney voit le futur de la saga, et bah moi je veux bien en reprendre. Oui, il y a du fanservice, oui, ils ne prennent quasiment aucun risque, voilà, en allant trop loin, ils font vraiment ce qu'on leur demande de faire, et ils savent que ça va plaire aux fans. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu pénible, mais en même temps, Rian Johnson l'a fait pour l'épisode 8, il a fait quelque chose que quasiment personne n'attendait, bah il s'est fait défoncer pour ça. Donc voilà, on est un peu dans le schéma, t'as pas kiffé le 8, t'es pas un fan, t'as kiffé le 8, t'es pas un fan. Ah, ça c'est bien les fans, ça, hein. Toujours à croire que les œuvres leur appartiennent. En sortant de la salle de Solo, je me suis dit deux choses. D'abord, il fallait absolument que j'aille repisser, je sais pas ce que j'avais envie de pisser tout le temps. Mais surtout, j'avais un petit peu le même impression, enfin le même ressenti que j'avais eu quand je sortais de la salle de l'épisode 7. C'était pas un film ultra original, certaines scènes sentent un peu le fanservice facile, mais au final, c'est quand même très cool à voir, bon Dieu, c'est joli, c'est bien foutu, les acteurs sont pas mauvais, voilà, je sais pas, pour n'importe quel fan de Star Wars, j'ai envie de dire que ça fait plaisir d'avoir devant les yeux toujours plus de Star Wars, là c'est mon côté bisounours qui revient. Alors ne boudons pas notre plaisir et arrêtons de gueuler parce que ça n'égalera jamais les films originaux, ça ne pourra jamais les égaler les gars, ça sert même à rien d'en parler. Enfin ça sert à rien d'en parler, si évidemment, de toute façon on ne peut parler que de ça, mais voilà, je dis que il faut essayer de voir les films pour ce qu'ils sont quoi. Après peut-être que Disney aurait intérêt, à l'image de Rogue One, à s'attacher à des moments plutôt qu'à des personnages. Ça permettrait d'explorer d'autres arcs narratifs qui impliqueraient pas forcément des personnages clés ultra importants qui ont été incarnés par un acteur voilà, qui nous a habitués à sa face et qui serait donc réincarné par quelqu'un qui aura forcément pas la même aura. Ouais, je sais, ça fait 2 fois aura. Mais à ce jeu-là, j'ai personnellement trouvé que l'ami Eldon Ehrenreich s'en est franchement bien sorti. Allez, c'est fini, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Ouvrons le débat, ouvrez le robinet à arguments et à conneries, histoire qu'on rigole un peu. Allez, je vous laisse, le prochain épisode sur Jupiter arrive très vite. N'oubliez pas les likes, les partages, les commentaires et les abonnements. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de cet Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.